Le halving arrive dans l'écosystème dans exactement 33 jours. Nous serons approximativement le 24 avril quand la quantité de crypto-monnaies qui sera donnée aux mineurs sera divisée par 2. Et les cycles précédents, on sait très bien que c'est un événement qui catalyse parfois la montée en puissance des valeurs des crypto-monnaies. Et on peut se poser la question si ce cycle sera pareil. Est-ce que ce qui se passe actuellement n'est pas plutôt en train de faire que le cycle qui arrive peut-être ne connaît pas les ATH qu'on a connus déjà quelques jours avant avec un Bitcoin à presque 74 000 $. Donc, vous devez comprendre quelque chose qui est assez fondamental aujourd'hui dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je vais aller encore beaucoup plus loin pour vous montrer encore quel est le besoin qu'on a et qui est encore en train d'être poussé vers cette technologie blockchain dans laquelle nous y sommes depuis un bon bout de temps, dans lesquels nous vous accompagnons déjà dans nos différents canaux, les pages Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, le groupe privé dont le lien en description de la vidéo pour vous permettre d'être un peu plus early sur ces projets dont on partage sur la chaîne. N'hésite donc pas de rejoindre le groupe privé en description de cette vidéo. Parfois, quand on essaye de salir quelqu'un, quand on essaie de saboter les effets de quelqu'un, quand on essaie de saboter quelqu'un, son travail, son tout, parfois on est plutôt en train de contribuer à son expansion. On est en train de contribuer à contribuer à la victoire de ces personnes d'une certaine façon. Et c'est un peu près ce qui est en train de se passer avec l'écosystème crypto-monnaie. J'ai discuté encore avec quelqu'un hier où je lui faisais comprendre que le monde est en train de devenir plutôt un peu bizarre d'une certaine façon. Vous savez, on est en train de bannir le cash. Il y a un moment donné, on ouvrait les ATM un peu de partout parce qu'on avait besoin de cash. On avait besoin de faire en sorte que les gens puissent être liquides à tout moment donné. Et donc, les distributeurs automatiques, c'est ce qu'on ouvrait un peu de partout, justement, pour permettre de rendre les gens liquides. Et donc, rendre les gens liquides, ça a été l'un des gros combats. Ça a été l'une des grosses craintes également des gens, parce qu'on se disait, mais pourquoi est-ce que je vais aller dans un distributeur automatique? C'est même pas refermé. Si on vient m'agresser, si on vient prendre mon... Est-ce que là, quand il va mettre ma carte là-bas, il n'y aura pas les virus, les gens ne vont pas voler ma carte, mes mots de passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y avait toute une grande crainte par rapport à cela. Mais progressivement, les gens ont adopté. Aujourd'hui, aller dans un guichet ou un distributeur automatique, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et on se rend compte que ça devient un problème pour l'État parce que dans la mesure où les banques connaissent des problèmes, les premières choses qui se passent quand il y a des évaluations, quand il y a des problèmes économiques de façon générale, la première chose c'est d'aller retirer l'argent pour avoir ça en cash. Quand tu as déjà l'argent en cash, qu'est-ce que ça te donne comme sentiment? Ça te donne le sentiment que tu possèdes cela. Si tu avais le sentiment que ton argent en banque était safe et que tu possédais ton argent en banque, quand il y aurait les crises économiques et tout, tu ne courirais pas vers la banque pour retirer d'abord ton argent. Donc, le fait d'aller vers la banque, retirer son argent, posséder cela physiquement et que tu vois ça quelque part, c'est donc ce sentiment d'appartenance. Tu as le sentiment que tu détiens réellement cela, tu es le propriétaire de ce que tu as parce que tu vois ça posé devant toi, tu vois ça là. Et donc, le système financier avec cette montée en puissance de l'inflation et tout ça, certains gouvernements ont maintenant mis des mesures restrictives contre le cash. Et donc, dans des pays comme ici, par exemple, du côté de l'Italie, si tu veux retirer certaines personnes, mon ami avec qui j'ai discuté hier encore, tu ne peux pas retirer plus de 500 € par jour. Donc, si tu veux retirer 5 000 €, tu dois faire 10 jours dans les distributeurs automatiques pour pouvoir retirer ces 10 000 € par jour. Ces 10 000 €, ces 5 000 €, 10 jours. Ça fait à hauteur de 500 € par jour. Vous imaginez que 5 000 €, ça ne fait même pas quelque chose comme 3 millions. Donc 3 millions, tu dois retirer environ 500 000 par jour pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Et c'est un peu regrettable parce qu'on a poussé les gens à être liquides, mais maintenant on les prive de ces liquidités parce qu'on veut les pousser maintenant vers quelque chose qui est numérique.
On veut les pousser à utiliser l'argent en carte bancaire. On veut les pousser à utiliser l'argent de façon avec les applications où tu as les smartphones qui ont les NFC, les Near Field Communication, où ça te permet d'utiliser ton téléphone comme carte bancaire. Tu peux simplement faire tap and go, donc tu touches et tu es parti, tu as comme ça payé. Donc on veut pousser la société à être sans cash, et cashless society. On a déjà parlé de ça sur la chaîne à plusieurs reprises et ça vous montre à quel point dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme qui est en train de se faire de par le monde entier, les gens vont se poser la question: comment je possède réellement ce que j'ai dans une banque? Si je n'ai plus la possibilité d'aller en banque, retirer mon argent en cash et avoir cela sur moi, comment je fais donc pour être le propriétaire? Quand j'entends la nouvelle qu'une banque est en train de faire faillite, comment je fais pour me couvrir, pour me prémunir de cela? Comment je fais si je veux sortir l'argent en cash et voyager avec, parce que je vais dans un village où potentiellement je peux avoir des problèmes de réseau, où il n'y a pas peut-être d'ATM, où ils n'acceptent pas les moyens de paiement peut-être cash, les moyens de paiement avec les cartes bancaires? Comment je fais? Il se pose donc ce réel problème aujourd'hui dans la société. Dans d'autres pays, le maximum que tu peux retirer par mois, c'est 1000 euros. 1000 euros maximum par mois. Il n'y a que quelques pays comme la France, peut-être aux États-Unis, c'est encore beaucoup, en fait même pas forcément. Mais dans ce monde qui est en train de se créer, comment tu fais pour posséder réellement quelque chose? Comment tu fais pour être le propriétaire de quelque chose réellement? Parce que l'argent qui est en banque ne t'appartient pas. On peut geler tes fonds à tout moment. On peut t'exclure du système financier en te limitant des montants que tu peux transférer. On peut carrément annuler des transactions si on pense que tu es en train d'envoyer l'argent à une personne que tu ne devrais pas envoyer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voyez comment, quand on essaye de tuer quelque chose, à un moment donné, tout ce qu'on fait concourt plutôt à l'ascension fulgurante de cela. Dans cette place-là, la crypto-monnaie, effectivement, va prendre un rôle beaucoup plus important parce que les gens vont se rendre compte que la seule possibilité de posséder quelque chose dans le nouveau monde qui est en train de se créer, où ces gouvernements, ces banques et autres États sont en train de pousser vers le numérique, comment posséder réellement quelque chose dans le numérique? Comment posséder l'argent que tu dis détenir dans le numérique? Comment être le réel propriétaire de cet argent numérique? Ces problèmes-là, les gens vont se rendre compte. Et quand ils vont se rendre compte de cela, ils vont comprendre que les solutions réelles sont effectivement les crypto-monnaies. Quand tu as ta crypto-monnaie, tu es le propriétaire. Tu n'as pas besoin de paniquer quand on dit la banque fait faillite. Il n'y a pas de problème. Ça fait faillite, tu as quand même ta crypto-monnaie qui est dans ton portefeuille et qui n'est contrôlée que par toi si tu détiens bien évidemment la phrase mnémotique. C'est pour ça qu'on dit « Not your key, not your crypto ». Si tu es dans les exchanges centralisés, c'est comme la banque. La banque fait faillite, ben, tu n'as pas ton argent. Et donc, si tu veux réellement posséder quelque chose, dans ce monde numérique, ça montre encore la place essentielle et le rôle important même des crypto-monnaies dans cette nouvelle économie, dans ce nouveau monde qu'ils veulent en réalité créer, où les gens peuvent se rendre compte de l'hypercentralisation. Et ça peut être un chiffre, un boom comme ça d'explosion pour les crypto-monnaies. Donc, si tu comprends ça, si tu comprends cette petite pièce de puzzle que je viens de t'expliquer, qui est en train de venir se mettre pour que la crypto-monnaie puisse être mainstream et puisse être en fait utilisée à grande échelle et que les gens puissent prendre conscience de la réelle possession, ben, tu es entré dans quelque chose qui est sûrement too early, bien évidemment. Donc, les ETF qui sont en train d'arriver avec Ethereum, dont on a beaucoup parlé déjà et dont vous connaissez presque tous, quel peut être l'impact de ces ETF? Je vais revenir sur l'impact du halving. Je vais revenir bien évidemment. Donc, les ETF d'abord du côté de Ethereum. Le ETF de Ethereum, pour moi, je pense clairement que ça peut être beaucoup plus massif par rapport à l'ETF de Bitcoin. Pourquoi? Vous avez remarqué très bien, pendant ces derniers temps-ci, le Bitcoin performe, mais d'autres crypto-monnaies ne performent pas. Le Bitcoin prend de la valeur, mais d'autres crypto-monnaies ne prennent pas de la valeur. Pourquoi? Et vous allez comprendre ça bien encore dans cette vidéo. Et comprendre ça très profondément parce que c'est très fondamental ce que je vais t'expliquer dans les minutes qui suivent. Donc,
l'écosystème Bitcoin, c'est un écosystème qui est encore pour le moment fermé. Quand l'argent rentre dans le Bitcoin, ça ne sort pas forcément pour aller dans d'autres crypto-monnaies. Ça ne sort pas rapidement pour aller dans d'autres crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que l'économie au niveau du Bitcoin est encore beaucoup refermée et recentrée sur le Bitcoin. Il n'y a pas beaucoup de layer 2 qui bénéficient. Il n'y a pas de plateformes de finances décentralisées. Il n'y a pas de concurrents directs qui vont directement avec les ponts et tout ça. C'est pas facile. Et comme c'est pas facile, ça fait que l'argent qui rentre dans cet écosystème tourne majoritairement dans l'écosystème d'une main à une autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, les ETF de Ethereum seront probablement beaucoup plus massifs et vont faire prendre de valeur à plusieurs crypto-monnaies, en plus de l'Ethereum, bien évidemment. Parce que quoi? Quand l'argent va être injecté dans l'Ethereum, automatiquement, cet argent est injecté dans la finance décentralisée. C'est injecté dans les protocoles de restaking. Si tu n'as pas regardé la vidéo de restaking qui est parue déjà, va la regarder. C'est une vidéo très très importante où tu dois comprendre comment cela fonctionne et quels sont quelques protocoles et crypto-monnaies qui vont dans ce sens-là que tu peux saisir bien évidemment. Donc, quand l'argent va donc arriver dans Ethereum, ça va aller dans la finance décentralisée, ça va aller dans les projets de EI parce que ce sont des DApp, ça va aller dans les DEX, ça va aller ça va passer par les ponts et aller directement sur les layer 2, ça va aller dans d'autres blockchains beaucoup plus facilement, ainsi de suite, et d'autres projets, même les mêmes coins et tout ça, ça va alimenter tout cet écosystème beaucoup plus fluidement par rapport au Bitcoin. Voilà pourquoi les gens attendent massivement le ETF de Ethereum, parce que ce ETF-là, ça va profiter beaucoup à d'autres crypto-monnaies en dehors de l'Ethereum, bien évidemment. Et donc, quel peut être l'impact du halving sur l'écosystème de façon générale? Plusieurs crypto-monnaies ont quitté la preuve de travail pour aller à la preuve d'enjeu. Et donc, parmi Ethereum. Ethereum a décidé de passer à la preuve d'enjeu. Et comme ça passe à la preuve d'enjeu, le halving ne peut pas forcément directement profiter à l'Ethereum. Pourquoi? Parce que les machines ou les mineurs qui peuvent débrancher les machines parce que Bitcoin miné devient trop cher ne vont pas directement aller vers l'Ethereum parce que Ethereum est à preuve d'enjeu. Donc, on n'a pas besoin de puissance là-dessus. Peut-être maintenant, ça va bénéficier à un autre adversaire, un autre Ethereum, qui est l'Ethereum qui est en Proof of Work, Ethereum Proof of Work, dont vous connaissez. Et ça, peut-être, ça peut prendre de la valeur pour cet Ethereum-là, ou bien Ethereum classique, ou bien le Litecoin, ou bien le Dogecoin, qui sont encore aujourd'hui en Proof of Work. Mais majoritairement, quand il y a halving, il y a un effet qui se passe dans le monde entier, c'est la spéculation autour. On dit comme il y en a beaucoup moins, et on va créer 2 fois moins de Bitcoin cette année par rapport à l'année d'avant. Dans les 4 années qui suivent, on va créer moins de Bitcoin par rapport aux 4 années précédentes. Et 4 ans après, on va créer encore moins par rapport à ce qui était là. Et s'il y a une adoption où les gens comprennent et utilisent cela, si on arrive à donner des réelles utilités au Bitcoin avec les layer 2, dont Stack dont j'ai déjà parlé, qui vient mettre un layer 2 sur la blockchain du Bitcoin, avec les BRC20 qui peuvent apporter des DEX sur la blockchain du Bitcoin, avec d'autres protocoles de finances décentralisées qui peuvent apporter comme ça de l'utilité sur la blockchain du Bitcoin, alors on aura probablement encore moins de Bitcoin et ces moins de Bitcoin peuvent être un élément qui catalyse effectivement la prise de valeur du Bitcoin. Mais il ne faut pas oublier que Bitcoin est beaucoup plus qualifié comme une monnaie de réserve, donc comme une réserve de valeur. Et cette réserve de valeur-là, généralement, on ne s'attend pas que ce soit utilisé pour acheter du pain, pour acheter des trucs. Non, on ne prend pas une baguette d'or pour aller acheter du pain avec, non. Mais pourtant, l'or, c'est un des assets les plus prisés dans le monde entier. On ne prend pas l'or pour aller acheter le vêtement, pour aller acheter à manger et tout. Non, c'est une réserve de valeur. Donc, c'est un peu comme un bien mobilier, comme une maison dont on ne vend pas une maison, on ne prend pas une maison pour aller acheter un pain. Donc, c'est dans ce sens-là que le Bitcoin peut être qualifié. Donc, ceux qui disent que le Bitcoin va peut-être disparaître dans l'avenir, ben, pourquoi l'or n'a pas disparu? Pourquoi la maison n'a pas disparu? Pourquoi les assets dont on ne vend pas forcément, dont on n'utilise pas pour acheter les choses en bordure de route, pourquoi ça n'a pas disparu? Est-ce que le Bitcoin a donc échoué en tant que moyen de paiement? Oui, bien évidemment, parce qu'il disait peer-to-peer cash system. Donc, le cash system n'est pas réellement
ça dans le Bitcoin, mais avec le Lightning Network, avec les channels qu'il y a sur la blockchain du Bitcoin, ça peut effectivement permettre ça, mais ce n'est pas encore réellement le cas aujourd'hui, parce que les frais de transaction, c'est encore beaucoup trop élevé, et c'est la raison pour laquelle certains blockchains surfent sur cette tendance-là. Et donc, quand ça va, quand il y aura le halving et que Bitcoin va prendre probablement de la valeur, ça va profiter effectivement à d'autres blockchains, parce que s'il y en a moins, les gens vont collecter d'autres choses pour garder. Donc d'autres également, comme Ethereum, peuvent être carrément des réserves de valeur. Parce que Ethereum, avec ses frais de transaction très élevés, vous n'imaginez pas qu'on peut aller acheter du pain et des choses comme ça dans la rue avec de l'Ethereum. Non, c'est plutôt Polygon qui peut offrir ça, c'est plutôt BNB qui peut offrir ça, c'est plutôt d'autres blockchains comme Solana qui peuvent offrir ça, parce que les frais de transaction là-bas, c'est beaucoup, très peu. Et donc, si tu comprends ce monde, si tu comprends comment la finance actuelle aujourd'hui, avec tout ce que les CBDC sont en train d'arriver, et pour pousser bien évidemment encore l'adoption du numérique et qu'on est dans une société sans cash, si tu comprends tout ça, où le monde est en train de partir, tu comprends qu'effectivement, le Bitcoin, les crypto-monnaies ont un rôle beaucoup trop important à jouer dans cette économie-là, parce que on ne veut pas, d'une certaine façon, aller dans un endroit où on n'a plus de liberté, où on n'a plus de souveraineté, où on est uniquement en fait à la merci, livré à la merci de ces personnes qui ont le contrôle sur l'argent et la finance d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, la seule façon pour toi d'éviter de subir les affres du système, c'est de retirer ton argent en cash et de garder. Voilà pourquoi il y a des gens qui gardent toujours l'argent ce jeu. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont toujours avoir la caisse pour garder leur argent, les coffres forts chez eux où ils vont garder leur argent parce qu'ils sont beaucoup plus safe avec ça d'une certaine façon. Mais bon, beaucoup de risques aussi parce que si on te braque, ça sort directement, bien évidemment. Et donc, le rôle de la crypto-monnaie, la place que la crypto-monnaie peut occuper est beaucoup plus grande que tu n'imagines. Dis-moi donc ce que tu penses. Est-ce que tu as compris quelque chose dans cette vidéo? Dis-moi ça en description de cette vidéo. Si tu veux nous rejoindre, il y a nos différents canaux WhatsApp, Telegram, Facebook et tout. Et le groupe privé encore pour te permettre d'aller beaucoup plus tôt, être plus early sur ces projets qui arrivent. C'était Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.